La République a pris les décisions suivantes. Monsieur Al-Hassan Sall, administrateur civil principal, précédemment gouverneur de la région de Ziguinchor, est nommé gouverneur de la région de Kaolack en remplacement de monsieur Lamine Sagna, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Monsieur Guèye Diouf, administrateur civil principal, précédemment gouverneur de la région de Kaffrine, est nommé gouverneur de la région de Ziguinchor en remplacement de monsieur Al-Hassan Sall, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Jean-Baptiste Coly, administrateur civil principal, précédemment préfet du département de Guédiawaye, est nommé gouverneur de la région de Kaffrine en remplacement de monsieur Guèye Diouf, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Cherif Mohamedou Mokhtar Blondin Ndiaye, administrateur civil, précédemment préfet du département de Médina Yoro Foulah, est nommé préfet du département de Guédiawaye en remplacement de monsieur Jean-Baptiste Coly, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Mamadou Khouma, administrateur civil, précédemment préfet du département de Salémata, est nommé préfet du département de Louga en remplacement de monsieur Alioune Badara Diop, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Abdou Aziz Diagne, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kaolack, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Médina Yoro Foulah en remplacement de monsieur Cherif Mohamedou Mokhtar Blondin Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Moussa Diagne, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé des affaires administratives, est nommé préfet du département de Salémata en remplacement de monsieur Mamadou Khouma, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Cheikh Ndiaye, administrateur civil, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kaffrine, chargé du développement, poste vacant. Monsieur Cyprien Antoine Ballot, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kaffrine, chargé des affaires administratives, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kolda, chargé des affaires administratives, en remplacement de monsieur Ousseynou Mbaye, appelé à d'autres fonctions. Madame Ndeye Aïssatou Oumar Tabara Touré, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Louga, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Dakar, chargé du développement, poste vacant. Monsieur Cheikh Ahmadou Ndoye, administrateur civil, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Fatick, chargé du développement, en remplacement de monsieur Alioune Badara Mbeng, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Babacar Ba, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kaolack, chargé des affaires administratives en remplacement de monsieur Abdoul Aziz Diagne, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ibrahima Ismaël Ndiaye, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Thiès, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé des affaires administratives en remplacement de monsieur Moussa Diagne, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Amadou Diop, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Sédhiou, chargé des affaires administratives, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives en remplacement de monsieur Babacar Ba, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Fali Sow, administrateur civil, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Louga, chargé du développement, en remplacement de madame Ndeye Aïssatou Tabara Oumar Touré, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Ousseynou Mbaye, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Kolda, chargé des affaires administratives, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Kaffrine, chargé des affaires administratives, en remplacement de monsieur Cyprien Antoine Ballot, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Alioune Badara Mbeng, administrateur civil, précédemment adjoint au gouverneur de la région de Fatick, chargé du développement, est nommé adjoint au gouverneur de la région de Sédhiou, chargé des affaires administratives, en remplacement de monsieur Amadou Diop, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Abouba, administrateur civil, précédemment en service à la direction générale de l'administration territoriale, est nommé adjoint au préfet du département de Dakar, poste vacant. Enfin, monsieur Mohamedou Moustapha Sow, professeur d'enseignement secondaire, titulaire d'un master en administration et gestion des entreprises, est nommé directeur de la réglementation touristique au ministère du Tourisme et des Transports aériens, poste vacant. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. C'était donc là la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Omar Diawa.
L'initiative par résultat rapide a été lancée ce mardi à Dakar pendant près de 3 jours. Techniciens et acteurs du développement local ont mobilisé leurs énergies pour une mobilisation du service public, une stratégie inclue dans le plan Sénégal émergent. Au terme des travaux, 100 jours ont été retenus pour expérimenter cette approche par résultat rapide. Les détails avec Ousmane Doy. L'approche par résultat rapide, une initiative du ministère chargé du renouveau du service public, un des piliers importants du plan Sénégal émergent. Pendant près de 3 jours, ces techniciens sont penchés sur la question, une façon de moderniser les procédures et de faciliter l'accès, surtout à l'eau potable, à tous Sénégalais. En identifiant le branchement à l'eau comme point de vigilance dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action prioritaire, pour l'amélioration de l'efficacité de l'administration publique, j'ai engagé mon cabinet à mettre rapidement en place une équipe d'initiative à résultats rapides et à travailler de façon assidue avec les coachs pour la conduite du changement organisationnel et comportemental attendu. Le ministre chargé du renouveau urbain n'a pas été en reste. Diène Farba Sarr dira que son ministère fera le maximum pour l'atteinte des objectifs d'une telle initiative. La présente initiative Donnemé, approche par les résultats rapides, constitue donc une opportunité qui va nous aider sans doute à accélérer le processus pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans les meilleurs délais. Et pour la grande satisfaction de tous, évidemment, les usagers de services publics. L'initiative par résultat rapide, une initiative soutenue par la Banque mondiale. Notre appui aujourd'hui à ce processus prend une approche différente. Donc le gouvernement a engagé d'accélérer les réformes pour la modernisation de l'administration publique pour l'adapter aux exigences de performance induites par le PSE. Viviane Bampassi, ministre chargé du renouveau du service public, a préconisé l'atteinte des objectifs. Par ailleurs, elle pose comme condition 100 jours pour atteindre les objectifs déjà fixés. L'approche par résultat rapide permet de mobiliser, dans le cadre d'un défi, une équipe motivée pour réaliser en un court délai, autour de 100 jours, un projet présentant un certain degré de complexité. C'est une approche qui préconise la responsabilisation effective d'une équipe, un véritable changement de comportement de ses membres et qui fait appel à l'apprentissage par la diffusion continue de bonnes pratiques. À la fin des travaux, un code de défi a été signé de part et d'autre. Les ministres se sont engagés pour permettre aux citoyens sénégalais de voir une autre façon de rendre les procédures très rapides, mais aussi et surtout de faire de telle sorte que le Sénégal soit inscrit sur les rampes de l'émergence. L'initiative par résultat rapide, une approche incluse dans le plan Sénégal émergent. La Sonacos va bientôt signer son retour sur le marché de l'huile. Déclaration de son directeur général, Papa Dia, au fond de sa conviction sur le bon déroulement de la campagne de collecte des arachides. Plus de 60 000 tonnes sont déjà dans les sécos de la Sonacos. Partout dans les zones arachidières, comme ici à Kaolack, au cœur du bassin arachidier, la campagne de commercialisation de l'arachide tourne en plein régime. À ce jour, plus de 100 000 tonnes sont déjà collectées par les huiliers. 114 000 tonnes collectées par l'ensemble des huiliers. Sur ces 114 000 tonnes, Sonacos a collecté 64 000 tonnes. Donc vous voyez qu'on a collecté à peu près 56% de l'ensemble des collectes. Comparativement à l'année dernière, sur toute l'année, la collecte était de 46 000 tonnes et Sonacos avait collecté 7 000 tonnes. Un bilan à mi-parcours de la campagne rendu possible grâce à une disponibilité financière, 45 milliards de francs CFA, mais aussi par des mesures prises en amont par les pouvoirs publics. Le premier objectif, c'était la campagne arachidière. Donc, nous avons pris les dispositions, bien sûr avec l'appui de l'État, du gouvernement, qui a aidé et apporté sa garantie pour le financement de 75 millions de dollars. Après, nous avons travaillé avec les établissements financiers et les banques
pour assurer les crédits relais à hauteur de 5 milliards pour chacune de ces sociétés. C'est ce qui a permis quand même un bon démarrage de la campagne agricole. De quoi donner à la Sonacos les ressorts nécessaires pour répondre à sa vocation, faire de l'huile et atténuer la tension qui prévaut sur le marché local. Et je pense que d'ici début avril, nous allons reprendre l'activité de raffinage et de conditionnement de l'huile. De l'huile soja pour remettre sur le marché l'huile ninal, comme on l'appelle couramment, et également de l'huile de palme pour les quantités en format de 20 litres. Toutes ces initiatives supposent une disponibilité conséquente des graines. La Sonacos envisage de s'investir sur toute la chaîne de valeur pour développer les productions et fidéliser les paysans. La création d'une entité qui capitalise l'expérience de la Sonagraine n'est pas à exclure. Après Dakar, c'est la région de Thiès qui a accueilli les concertations sur les projets et programmes prioritaires du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, l'autosuffisance en lait et viande, l'amélioration génétique, la santé animale, l'alimentation du cheptel, les questions foncières et l'hydraulique pastorale ont dominé les débats qui se sont déroulés à la Chambre de commerce et d'agriculture de Thiès. Yorosar. Les concertations entamées à Dakar sur les projets et programmes prioritaires du ministère de l'Élevage et des Productions Animales se sont donc poursuivies à Thiès. La manifestation a eu lieu à la Chambre régionale de commerce et des services de la vieille cité du Rail. L'autosuffisance en lait et viande, portée par l'amélioration génétique, la santé animale et l'alimentation du cheptel, les questions foncières et l'hydraulique pastorale ont dominé les débats dont se réjouit le président de la Maison des éleveurs. C'est important aussi d'ici quelque temps quand même que les éleveurs prennent leur destin en main. Parce que tout le monde doit prendre engagement. Aussi nous ne pouvons pas rester être d'éleveurs, mais aussi d'être éleveurs aussi qui comptent sur l'extérieur de notre pays. Parce que c'est que nous gagnons, c'est que nous travaillons ici. Produire plus de viande, de lait et d'œufs pour satisfaire la demande nationale en protéines animales, c'est aussi l'objectif du gouvernement à travers le PSE. Cette année, nous allons importer près de 1200 vaches laitières qui rentrent dans le cadre du programme de développement de la filière laitière dans le cadre du plan Sénégal émergent, parce qu'aujourd'hui nous importons encore près de 50% de nos besoins en produits laitiers, en lait et en produits laitiers. Pour arriver à l'autosuffisance en produits laitiers et carnés, entre autres, 3 contraintes majeures au moins doivent être levées. La santé animale à travers la vaccination du cheptel, l'hydraulique pastorale à travers les forages et l'aménagement de mares, l'alimentation du bétail à travers la culture et les réserves fourragères. Au niveau de l'alimentation du cheptel, de nombreuses initiatives se développent ici et là, comme la culture du marafalfa et la culture du fourrage in vitro, comme ici à Thiès, où ce jeune produit 2 tonnes d'herbes fraîches par semaine, vendues à 150 francs le kilo, ce qui lui fait une recette mensuelle d'1 200 000 francs. Ce procédé consiste quand même à produire du fourrage tout au long de l'année, qu'il pleuve ou qu'il neige. Bon, il y aura toujours de l'aliment frais pour le bétail. Au-delà de ces expériences réussies ici et là, au bonheur des animaux, il demeure impératif de résoudre l'épineuse question du foncier pastoral et des couloirs de transhumance pour le bétail. Aujourd'hui, nous avons des villages entiers qui ne peuvent plus aller abreuver leurs animaux parce qu'il y a une route qui est passée par là. On n'a pas prévu de passage pour le cheptel parce qu'il y a le front agricole qui est en train de coloniser pratiquement toutes les terres au niveau particulièrement de cette zone des Niayes, et les éleveurs rencontrent des difficultés. D'autres questions en suspens, mais non moins importantes, portent sur l'amélioration des conditions d'hygiène de l'habitat des animaux et la transformation des produits d'origine animale. Sur ce chapitre, des progrès importants sont en train d'être réalisés par les services du ministère de l'Élevage, les projets et programmes relevant de ce département, mais aussi par de nombreux opérateurs économiques privés qui ont compris que les activités pastorales offrent de très nombreuses niches relativement prospères pour tout investisseur avisé. Suite et fin de la visite de l'ambassadeur du Canada en Casamance, la dernière étape a été marquée par des visites au niveau des unités de transformation et de conditionnement du miel à Ziguinchor, prétexte pour faire
un bilan, mais aussi l'état des lieux du partenariat entre le Sénégal et le Canada. Abdoulaziz Ban. À Kamabol, un accueil chaleureux a été réservé à l'ambassadrice du Canada venue visiter l'unité de transformation et de conditionnement du miel. Dans cette unité, le miel sur toutes ses facettes a été présenté à la délégation. Le travail fait sur place a été magnifié. L'unité où on est ici de transformation du miel, ça apporte une génération de revenus, encore une fois pour les communautés, gérées par les communautés, par les groupes de femmes. Et donc, à mon avis, ça c'est une contribution vraiment très importante. C'est l'encadrement rapproché, c'est le coaching dont l'objet est d'amener les organisations les plus stratégiques, particulièrement qui sont dans le secteur de la transformation, coopérative, unité de transformation, à s'approprier les outils qui ont été mis à leur disposition, vraiment pour qu'elles puissent mener à bien les activités. C'est important parce que c'est quelqu'un qui vient nous donner un plus, c'est quelqu'un qui vient nous accompagner dans le processus de développement de la commune. Vraiment, nous sommes prêts à accompagner, à donner des terrains, pourquoi pas, pour qu'effectivement d'autres structures puissent voir le jour ici dans la commune de Nampo. La visite a été mise à profit pour revenir sur le partenariat entre le Sénégal et le Canada à travers le PADEC, une occasion pour tirer le bilan de ce qui a été fait jusque-là. J'ai pu constater que plusieurs de nos activités ont vraiment obtenu des résultats concrets pour améliorer les opportunités autant sur le plan économique que social ou éducatif pour les femmes et les filles, pour créer des emplois et pour générer des revenus et des bénéfices pour l'ensemble de la communauté. Ce virus nous a permis de découvrir au moins l'un des résultats les plus importants du PADEC aujourd'hui. Ce sont les projets productifs que nous avons financés au profit des petits producteurs dans les chaînes de valeur agroforestières qui sont ciblées par le projet. Et comme on a eu à le découvrir aussi, ces projets nous ont permis aujourd'hui de créer un peu plus de 2700 emplois, dont 60% de femmes, et d'améliorer significativement les revenus des bénéficiaires, et particulièrement dans le secteur de la transformation. Actuellement, l'heure est à la consolidation, voire la pérennisation des acquis pour développer davantage la Casamance. À la fin de la visite, l'ambassadrice a reçu des cadeaux de la part des femmes et elle les a remerciés à sa manière. Voir, écouter pour apporter des solutions aux problèmes, c'est cette démarche que le ministre de l'Industrie a adoptée lors de sa visite à l'ex-Solida et à l'ex-Sonepi. Ali Ngouinga a demandé aux opérateurs économiques de profiter des fonds mis à leur disposition par l'État du Sénégal, mais également de se rapprocher de ces services pour les futurs sites industriels à Diamniadio. Thierry Ramon aussi. La zone industrielle de Dakar, plus de 40 ans d'existence, une zone, une forte potentialité économique. Cet homme la connaît bien. Amadou Sen, une fréquentation sur plusieurs décennies, il a vécu les beaux jours de ces sites industriels. Mais je suis sûr et certain, persuadé que si la Solida continue à vivre, c'est grâce à la vigilance et à la ténacité de l'union des chefs d'entreprise du domaine industriel de Dakar. En visite à la Solida, le ministre en charge de l'industrie est venu écouter. Il veut surtout comprendre et apporter des solutions aux difficultés qui gangrènent le secteur. Mécaniciens, tôliers, tabliers donnent l'image d'un site pas loin du délabrement. J'ai vu et entendu les difficultés que vit actuellement le domaine industriel. Des initiatives pertinentes vont être prises dans les semaines à venir pour réaffirmer le rôle régalien de l'État dans le domaine. Après la Solida, cap sur la Sonepi, 5000 emplois avec une grande concentration des PME et PMI. Ici, les entreprises industrielles et artisanales se mobilisent pour faire face aux nouveaux défis du secteur. Chaque année, près de 1000 apprentis et stagiaires venant des centres de formation professionnelle du pays et de la sous-région sont reçus dans nos entreprises. À la fin de leur cycle de formation, ces jeunes sont soit embauchés, soit aidés à s'installer à leur propre compte, parfois même dans les régions. À la Sonepi, les perspectives sont bonnes.
À Diamniadio, 125 entreprises vont s'implanter sur une superficie de 20 hectares. L'État attentif veut booster le secteur industriel. Traduisons dans les faits la décision des autorités gouvernementales de moderniser le tissu industriel du Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent. Je voudrais inviter l'UDIT et le regroupement RES à jouer pleinement leur partition pour permettre la professionnalisation du domaine industriel, la délocalisation de certaines entreprises dans d'autres plateformes industrielles intégrées, l'accompagnement de la mise en œuvre du PSE dans sa composante développement industriel en jouant un rôle moteur en collaboration avec le patronat sénégalais. Une forte mobilisation à la zone industrielle marque la détermination des artisans et industriels à contribuer à l'émergence du Sénégal. Pour faciliter la collaboration entre l'État et ses acteurs, le ministre de l'Industrie annonce l'installation prochaine d'un bureau de proximité de l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels du Sénégal. Depuis maintenant 15 jours, les bus Sénégal d'Emdik desservent une dizaine de destinations dans l'intérieur du pays. Des rotations quotidiennes permettant aux voyageurs de rallier tranquillement les régions à des horaires fixes. Une de nos équipes a fait un tour au point de départ de Liberté 5. Tabounacha. Terminus Liberté 5 de Dieuppeul, il est 6 h du matin. Déjà une grande activité au niveau des guichets. Les uns après les autres, des voyageurs arrivent de partout. Ce matin, les lignes Dakar-Kaolack et Dakar-Ndjoum via Podor sont sur le départ. Les bus Sénégal d'Emdik ont commencé les rotations depuis 2 semaines et plusieurs régions du pays sont desservies. Depuis le 1er février, nous avons lancé 4 lignes, à savoir Touba, Tivaouane, Fatick et Mbour. Et aujourd'hui, présentement, nous sommes en train de lancer le bus qui va desservir Saint-Louis, Dagana, Richard Toll, Podor. Beaucoup d'explications, car certains usagers en sont à leur première expérience. Mais à l'unanimité, ils sont séduits par autant de confort pour rallier l'intérieur du pays. C'est bien, c'est bien ça. C'est un développement, c'est un pas de plus vers le développement. C'est une bonne initiative parce qu'effectivement ça permet de pouvoir se déplacer plus facilement à l'intérieur du pays et ça donne une offre plus importante, c'est assez important. C'est la première fois que je prends le pour dem Kaolack. C'est la première fois que je prends le bus Sénégal d'Emdik. Je vais à Kaolack, je suis très contente. Les tarifs sont abordables, accessibles aux Sénégalais moyens. Les tarifs que nous pratiquons ne sont pas loin des tarifs des 7 places. Je vais vous donner un exemple. Touba, 7 places c'est 3500, nous sommes à 4000. Saint-Louis, les 7 places sont à 5000, nous sommes à 5000. Donc, pratiquement, même sur Matam-Ourossogui, nous sommes moins chers que les 7 places. Sur Matam-Ourossogui, où nous faisons 9000 francs, nous sommes moins chers que les 7 places. Pour des voyages sans encombre, les bagages sont transportés dans les cabines et soutes des véhicules en attendant une autre solution. Nous visons une clientèle avec un certain nombre de bagages qui voyagent léger, si vous voulez. C'est cela que nous visons dans un premier temps, qui veulent faire un voyage à l'intérieur et venir. C'est vrai que maintenant, nous sommes en train d'étudier une possibilité pour faire du fret. Les heures fixes et la ponctualité des lignes, malgré les habitudes sénégalaises, ont été particulièrement saluées par les usagers. L'heure, c'est cela qui me fait plaisir. Arriver à destination sans arrêt. Ce bus est vraiment utile. Tous les jours, 7 heures, c'est 7 heures, vous avez vu tout à l'heure, avec le bus de Kaolack, il n'est pas plein, il part. Le bus de Podor, il va partir avec 3 passagers. Avec 3 passagers, on part. Donc, nous voulons assurer la régularité de ce transport-là. Les visages des voyageurs reflètent une certaine quiétude. C'est que dans les bus Sénégal d'Emdik, ils se sentent en parfaite sécurité. C'est ce qu'on souhaite, quoi. C'est une très bonne initiative, bon, à saluer, en plus à encourager. C'est plus rapide,
c'est confortable, bon, c'est spacieux, bon, c'est à saluer. Pour améliorer les services, des bus dotés de rampes seront aussi mis en circulation pour les personnes en mobilité réduite et les points de départ seront multipliés. Nous voulons faire du transport inclusif. Donc nous donnons, nous faisons un focus pour ce type de, ces catégories de personnes-là, ces personnes vivant avec un handicap. Certains de nos bus sont dotés de rampes pour pouvoir permettre à ces personnes à mobilité réduite d'y accéder facilement. Bientôt, nous aurons des départs à partir de Thiaroye, à partir de la gare de Grand Yoff et certainement aussi au niveau de Khourounar. Parce que nous sommes conscients que nous faisons le transport pas pour Dakar seulement, mais c'est pour Dakar et sa banlieue. Le projet Sénégal Demdik a démarré avec 45 bus. L'idée est de faciliter la mobilité interurbaine des populations grâce à des moyens de transport de dernière génération dotés de toutes les normes de commodité et de sécurité requises. Le projet Sénégal Demdik n'est plus ni moins qu'une démocratisation du transport public avec en toile de fond le souci du confort dû aux usagers. Le directeur de Dakar Demdik, qui salue une avancée notoire dans le secteur du transport, rejette toute idée de concurrence. Il est l'invité de l'émission Le Point. Depuis le 1er février, avec la nouvelle vision du chef de l'État, qui a considéré que le Sénégal ne se limitait pas à Dakar, il était important, compte tenu aussi du caractère assez difficile de la circulation à Dakar, mais également de faire justice sociale, de faire bénéficier les Sénégalais du transport. Nous sortons de Dakar. Nous faisons des villes comme Ziguinchor. Des ports. Ah oui, mais vous savez, il faut moderniser, il faut renouveler le parc. C'est un passage, c'est ça aussi le rôle de l'État. De permettre aux gens de voyager dans de bonnes conditions. Il y a le problème des routes, mais il y a le problème aussi des véhicules. Donc nous ferons Ziguinchor, Saint-Louis, Touba, Tivaouane, Kaolack, Fatick, Podor Ndioum, et je pense qu'il y a aussi Tambacounda. Un système d'escale peut-être. Tout à fait, il y a des gares privées qui seront sur les routes. Et nous aurons des horaires, vraiment, quand le bus doit arriver, on saura qu'il arrivera avec une amplitude, soit de 5 minutes de moins, 5 minutes de plus, mais arriveront à l'heure. C'est pourquoi j'ose parler dans l'interurbain de ponctualité, alors que dans l'urbain, je parle de régularité. On y reviendra. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers l'interurbain, à venir disputer un terrain qui appartient déjà peut-être au privé? Est-ce que c'était la vocation initiale de la société? Vous savez, ce que les gens ignorent, pour certains qui ignorent, c'est que nous sommes dans un pays où le droit doit être mis devant. Les statuts d'une société comme Dakar Demdik lui permettent de faire de l'interurbain, de l'urbain, mais également de l'international. Pas plus tard, quelques jours, vous avez entendu le chef de l'État parler de bus qui devraient même peut-être pouvoir aller jusqu'au Ghana. Dans la sous-région. C'est ça qu'on appellerait peut-être l'Afrique Demdik. Mais pour l'instant, il faudra sécuriser vraiment la sortie des bus du Sénégal, parce que le Sénégal, c'est une oasis de paix. Moi, je pense que pour le moment, nous sommes en train de réfléchir sur cela. Mais pour l'instant, depuis le 1er février, le Sénégal Demdik est une réalité. Et ce n'est pas une concurrence déloyale, je tiens à le préciser. D'ailleurs, qu'on sorte un texte qui interdit à Dakar Demdik de faire le transport interurbain, qu'on nous sorte un texte qui donne le monopole ou l'exclusivité du transport interurbain à certains. Ça n'existe pas. C'est vrai qu'à un moment ou à un autre, le Sénégal était dans des difficultés au niveau du transport. Ils ont occupé l'espace. Ça arrangeait quasiment tout le monde, mais dans des conditions que nous savons. Le point sur le projet Sénégal Demdik à suivre après ce journal. Le béton noir est devenu rare sur le marché, exploité dans les carrières de Ngoundiane. Le produit, prisé pour sa qualité, se vend au prix fort depuis quelques jours. Les détails dans ce reportage de Seydina Lunfal. Sur ce site se trouve l'un des plus grands dépôts de béton à Dakar. Ici, on vend, on charge le béton blanc et le béton armé. Le béton blanc, on peut en trouver facilement. C'est ce béton, le béton armé au noir, qui ces temps-ci est moins visible. Il est devenu plus rare. C'est le béton noir qui se fait rare car la demande est forte. Le béton noir a une qualité supérieure par rapport au béton blanc. Nous tous vendons du béton noir provenant de Ngoundiane. C'est là-bas où se trouve la carrière. Le coût d'exploitation est élevé, c'est ce qui justifie la cherté du béton noir. C'est à Ngoundiane, dans le département de Thiès, que provient principalement le béton noir.
un des matériaux les plus utilisés dans la construction. Le site a du mal à satisfaire toute la demande. En Ngoundiane, on patiente parfois une semaine pour avoir du béton noir. Le mètre cube se vend jusqu'à 25 000 francs CFA. C'est cher, mais ça vaut le coup de l'avis des revendeurs. Le béton noir rend plus solide les constructions. On l'utilise pour les fondations, les dalles, c'est pourquoi il est devenu si cher. Le béton est cher. Si on pouvait diminuer le coût, ce serait une bonne chose pour nous. La demande est forte. Des chantiers s'érigent, des maisons sortent de terre. En croire ces acteurs, ce n'est pas pour demain que la situation va évoluer. La raréfaction du béton noir risque de durer encore quelque temps. Ce qui nous plonge dans la série sur l'habitat social au Sénégal. L'État a décidé de porter le nombre de logements sociaux à 15 000 unités d'habitation par an. La demande annuelle est de 300 000. Jusque-là, moins de 5 000 logements sociaux étaient produits et livrés chaque année. À côté de cette prévision, l'État fait le pari de l'urbanisation intégrale. C'est inévitable. Selon les experts, les zones rurales vont devenir des centres urbains. Le nouvel agenda urbain, c'est un récit de Issa Thioro. Le béton, à l'assaut des baraquements. De plus en plus, l'urbanisation prend de la hauteur. Mais plus qu'un phénomène, les autorités en ont fait une politique. Faire des zones rurales, des centres urbains. C'est le nouvel agenda urbain de l'État. Quand on parle de nouvel agenda urbain, quand on parle de nouvelles politiques urbaines, on parle d'urbanisation. Parce que, je vous dis, c'est un phénomène qui est inévitable. Ça veut dire qu'il faut contenir aussi l'expansion démographique. C'est à cause de ça d'ailleurs que l'État du Sénégal a, pour l'essentiel, mis en place la politique des pôles urbains. L'idée de l'État de laisser circuler l'urbanisation inévitable partout dans le pays côtoie deux défis. Aménager plus de centres urbains qu'il en existe et surtout faire de ces centres urbains de véritables villes à potentialité économique. La population deviendra de plus en plus urbaine et à terme d'ailleurs, je pense qu'il sera presque plus possible de faire la différence entre la ville et la zone rurale. Dans son nouvel agenda urbain, l'État a une autre option, celle du logement. Et pour bâtir cette option, l'État a décidé de multiplier par 3 la production annuelle de logements sociaux actuels. Si l'on prend l'année de référence de 2013, nous ne produisions pas 5 000 logements par année. Or, la demande était de l'ordre de 300 000 unités globalement pour l'ensemble du territoire national. Et donc, des réformes sont prévues, dont une bonne partie est déjà réalisée, pour faire en sorte que cette production puisse augmenter significativement, de manière à ce qu'on puisse s'installer dans une production moyenne de 15 000 unités d'habitation par année. 15 000 logements par an. L'État va ainsi tout remuer dans la machine à béton pour mieux satisfaire la demande. Car avant, pour l'État, l'habitat était seulement social. Aujourd'hui, l'habitat est économique parce que porteur de croissance. Mais demain, qu'en sera-t-il? Ce sera certainement, et pourquoi pas, l'habitat bio. Justement, l'habitat bio ou durable est en phase d'expérimentation au Sénégal. Les échantillons se découvrent à Diamniadio. Pour sa réalisation effective, l'État a mis en place un programme logé au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les matériaux ne coûtent pas cher et les habitations sont d'une réelle efficacité énergétique. Hadi Kamara. Ces constructions sont faites de Tifa. La plante ne pousse que dans des eaux douces. C'est le cas ici à Pikine, près du Technopole. Pour avoir des briques Tifa, il faut soit du ciment, soit de la terre. Mur bi ngeen gis nii mur boo xam ne dañ ko tabax kese avec briques Tifa. Ce mur que vous voyez est entièrement construit avec du Tifa. Par contre, ce mur-ci est en ciment, mais à l'intérieur, on a intégré des panneaux de Tifa. Sur la terrasse, on peut utiliser des ourdis de Tifa avec des panneaux en dessous. Tout cela permet de lutter contre la chaleur excessive. Lii day tax ñu xeex ak naaj bi ak tàngoor bi dugg ci biir néeg bi. À Diamniadio, il existe des maisons Tifa.
Les briques résistent à tous les aléas et aident surtout à économiser de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'habitat bio ou écologique. Nous utilisons trop d'énergie électrique dans nos maisons. Si on peut diminuer cette consommation, c'est une véritable économie pour nous et pour l'État. En plus, cela permettra de donner du courant à plus de gens. L'avantage de ces briques, c'est que les matériaux ne coûtent pas cher. À travers l'habitat bio, l'habitat social semble trouver une nouvelle offre à tous ceux qui souhaitent avoir une maison à moindre coût. Une maison qui, en même temps, s'adapte aux normes environnementales. Entre banlieue en devenir et ville en construction, le statut des nouvelles destinations Diamniadio Bambilor, Tiawanpel, c'est le sujet de l'enquête que vous aurez demain dans le dossier Habitat Social. Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique a organisé plutôt à Diourbel une cérémonie officielle de remise de bons de formation, des certificats de formation. 161 bons de formation ont été octroyés aux jeunes et 869 membres des organisations professionnelles de la région. Ils ont été financés par le 3FPT. Damsila. Ils sont au total 161 jeunes de la région de Diourbel à bénéficier des bons de formation octroyés par le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. 869 membres des organisations professionnelles de la région ont également reçu des attestations de fin de formation au cours de cette cérémonie. Ceci n'est qu'un début et que d'autres projets de formation pour les jeunes du Sénégal, pour les populations de Diourbel et des autres régions sont dans le pipeline, en étude chez nous, et très prochainement d'autres groupements, d'autres jeunes vont bénéficier, comme l'a instruit monsieur le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, de l'accompagnement du 3FPT pour avoir une formation de qualité. Les bons de formation octroyés aux jeunes portent essentiellement dans le domaine de l'informatique et de la gestion. Les membres des organisations professionnelles, quant à eux, ont bénéficié des formations dans le domaine de l'alphabétisation, de la savonnerie, de l'aviculture, du maraîchage, entre autres. Nous sommes formés, nous avons un métier, mais il nous manque encore des moyens. Il nous faut du matériel, il nous faut un appui encore. Je remercie le 3FPT. Vraiment, je suis très contente pour cette formation. Le renforcement du capital humain constitue un axe stratégique majeur du plan Sénégal émergent qui vise à mettre en place d'ici à 2025 un ensemble de projets structurants à fort contenu, de valeur ajoutée et d'emploi. En moins d'1 an de mise en œuvre, nous avons vu les résultats que cela a engendré, permettant la formation de 869 femmes et la formation en cours de 161 jeunes. Pour ma part, je considère que c'est une prouesse que le 3FPT a réussi. Sur 6,8 millions de personnes en âge de travailler, seulement 6% ont obtenu un diplôme ou une qualification professionnelle officielle. Face à cet important besoin de qualification de la population sénégalaise, le 3FPT s'est déployé dans la plupart des régions du Sénégal à travers le financement des projets de formation des personnels, des entreprises, des organisations professionnelles et l'octroi de bons de formation aux jeunes. La sécurité, l'éclairage public, la santé et l'eau seront au cœur des préoccupations des autorités gouvernementales pour une réussite du Magal de Mbacké Kadior. Un CRD s'est tenu à Louga afin de mieux prendre en charge le Magal qui célèbre la naissance d'un fils de Serigne Touba, Serigne Bara. Abibou Mbaye. Un rendez-vous religieux qui commémore la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. C'est parce que le khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, accorde une importance capitale au legs de son illustre père, Serigne Bara, que le comité d'organisation a voulu mettre les bouchées doubles. En présence du gouverneur, le CRD a permis d'identifier les besoins qui permettront un bon magal dans ce village de Mbacké Kadior, berceau de la Mouridia. On mettra l'accent sur la sécurité. La sécurité des pèlerins qui emprunteront les différents axes qui mèneront vers Mbacké Kadior et qui déboucheront de Mbacké Kadior pour aller dans d'autres localités. Nous prendrons en charge aussi, Inch'Allah, la sécurité aussi, donc de la grande localité de Mbacké Kadior en rapport avec la gendarmerie. La gendarmerie a pris tout à l'heure des engagements nécessaires et aussi ainsi que les sapeurs-pompiers.
C'est dans cette localité que le cheikh a reçu l'allégeance de ses premiers disciples, une quarantaine. Parmi les plus célèbres, un certain Mame Cheikh Ibrahima Fall. Et ce CRD a été l'occasion pour Serigne Cheikh Thioro Bassirou Mbacké de rappeler aux représentants de l'exécutif local les